titre aurait pu être aussi André Bello, théoricien belge. Je dirais pourquoi dans 2 secondes. Voilà, si je devais dire tout ce que j'avais dans mes notes, j'en aurais pour 1 heure. Donc j'ai réduit largement déjà un premier texte qui faisait 10 pages à 5 interlignes. Puis maintenant, je vais réduire l'autre en commençant au milieu à la page 7. Monsieur le Président, je vous prie de vérifier. Et donc, je vais simplement résumer ce que j'avais voulu dire avant, qui était que, en relisant les essais de Bello, et particulièrement ceux qui portent sur la théorie littéraire, je m'étais avisé qu'il y avait des accros, qu'il y avait des moments où, disons, ça allait vite, ou bien parfois il y avait des contradictions non levées, ou même des petits ratés, ça et là. Donc, par exemple, je me suis donc dit qu'il y avait là un rapport particulier à la théorie, qui n'était pas peut-être sans une certaine gêne. Et j'ai remarqué ça à plusieurs traits. Par exemple, un premier, c'est que Bello, à ma connaissance, n'a jamais lui-même proposé d'élaboration conceptuelle de son cru. Je crois que peut-être que Micheline Cambon en parlera dans son exposé, si j'ai bien lu son titre. On trouve parfois des assertions étranges. En voici une. Je défie tout simplement quiconque de me décrire en quelques pages la méthode de Lukács de la théorie du roman. Sa méthode, pas ses fondements philosophiques. C'est pas très difficile à faire que de décrire la méthode de Lukács, mais il faut se rendre compte qu'elle est inséparable de ses fondements philosophiques. Elle en est la traduction en application. Et de toute façon, les philosophes allemands du XIXe ont tous développé des méthodes. Ils n'étaient pas allemands pour rien. Troisièmement, il y a aussi des contradictions non levées. Donc parfois, on trouve une phrase qui dit que Barthes a aussi fait œuvre de sociologue. Mais quelques essais plus loin, on rencontre l'idée que Barthes n'a jamais relié le texte et la société. Donc il y a une série de choses comme ça. Il y a aussi une tendance écuménique curieuse à mettre dans le même groupe des théoriciens qui en fait ont des hypothèses et des bases heuristiques ou épistémologiques extrêmement différentes. Ce qui n'avait pas échappé à Gilles Marcotte d'ailleurs, qui dans son texte Pour mémoire, paru dans le numéro d'Hommage à Liberté, écrivait ceci, qui concernait 2 pages seulement du travail du romancier fictif, je crois, de Bello. Et chez Marcotte, ceci a beaucoup de tendresse, mais en même temps, Gilles est toujours un petit peu comme ça, disons, attaquant, si je puis dire. Donc c'est une tendresse offensive. Et donc il dit ceci, pour parler de ces 2 pages, d'abord un petit détour par la peinture, Van Eyck et Velázquez, puis Gérard Genette parlant de Proust, Michel Zerafa de Hermann Broch, Ulysse de Joyce, Jean Ricardou, Françoise van Rossum-Guillon, qui parle de la modification de Michel Butor, Hermann Hesse, Thomas Mann, et pour finir, un dernier théoricien, Claude Brémond. Et Bello de conclure, dit Marcotte, 2 points, Denis Boucher appartient un peu à cette famille. Bon. C'est là que vous voyez que André Bello est un théoricien belge, c'est-à-dire que nous les Belges, nous sommes comme ça aussi, nous avons une sorte d'inquiétude parfois, surtout par rapport à Paris, et donc ce qui à Paris fait débat, pose problème, crée des dissensions et des bagarres parfois, une fois que c'est arrivé à Liège, disons que là, soudain, tout le monde est mis dans le même panier et ça fait une sorte de petite famille. Vous lisez l'introduction de l'Institution de la littérature de Jacques Dubois, et vous verrez que Barthes, Adorno, Sartre, René Moureau et Bourdieu sont dans le même sac et conduisent directement à la définition de l'Institution de la littérature, ce qui est un miracle. Donc il y a toute une série comme ça de petites anicroches, et je ne suis pas en train d'essayer de vous dire que Bello avait des faiblesses théoriques du tout. Au contraire, je dirais qu'en tant que théoricien moi-même, et personnage ayant essayé laborieusement d'écrire des articles théoriques, je suis tout à fait dans ces défauts-là. Et Bello, lui, en plus, écrivait court. Il écrivait dans des essais extrêmement courts, parfois formatés pour liberté, où il n'y a pas beaucoup de pages, et a fortiori, quand on fait ça, on va vite, on condense vite, on synthétise vite, on coupe des coins ronds et on unit des gens qui ne sont pas nécessairement mariables. Mais, cela dit, c'est autre chose que je me suis dit à un moment donné. Je me suis dit qu'il y avait là un rapport particulier à la théorie qui trahissait une caractéristique profonde de la pensée de Bello et que je voudrais essayer de mettre de l'avant. Avant d'y passer vraiment à cela, je vais prendre maintenant ce qu'il dit de son rapport à Bakhtin et du carnavalesque du roman québécois. Moi, je vais plusieurs exemples aussi, je vais juste en citer un, pour indiquer là aussi, soudain, qu'il y a des
choses qui n'apparaissent pas aussi évidentes à la deuxième lecture qu'à la première. Et donc, il a résumé de façon très claire le carnavalesque bakhtinien, il a synthétisé ça en 5 grandes caractéristiques, et l'une d'elles est la suppression joyeuse des distances entre les hommes. Je répète, suppression joyeuse des distances entre les hommes. Voilà ce qu'il en dit alors, ce qu'il donne comme exemple. Bégaud donc en trouve un magnifique exemple, je vous cite, magnifique exemple, dans l'Amélanchier de Jacques Ferron, dont, je cite à nouveau, le narrateur présente ainsi un personnage, fin causeur et fils de cultivateur, il se nommait Léon, Léon de Portenqueux, Esquire. Et Bégaud de dire qu'il y a là une construction hybride complexe, notion Bakhtin, qui, à nouveau Bakhtin, qui rapproche si bien les classes, et là Bégaud reprend la parole, qu'elle les attribue toutes à une seule personne. Donc Léon de Portenqueux est à la fois les intellectuels, les paysans, la noblesse française, la gentry anglaise. Fort rien, mais je ne vois rien, moi, de carnavalesque là-dedans. C'est-à-dire que le genre qui me semble le plus proche de ce genre d'agrégat n'est pas un roman carnavalesque, mais plutôt le conte fantaisiste, au sens noble et esthétique du mot fantaisiste ou fantaisie, catégorie qui s'est perdue dans l'histoire de la littérature française, et pour cause, mais qui me semble s'être très bien maintenue dans d'autres littératures, hispanophones par exemple, anglaises et peut-être québécoises, notamment avec Ferron. À mon sens, la construction polyindicielle que je viens de vous citer, intellectuels, paysans, etc., n'attribue pas du tout toutes les classes sociales aux personnages, et elle ne les rapproche pas au moins du monde dans une allégorie joyeuse. Elle indique bien plutôt une confusion inconsciente, un brouillage des valeurs dont le père est le symptôme et la société environnante le fleuron. Le dit Léon est un père qui n'a rien de grand gousier, à mon sens, lui dont sa fille Tinamère dit qu'il est une brute qui méritait bien son nom de pape et qui ne fait que raconter des blagues plates, 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 plates. Bégaud termine le traitement de cet exemple en affirmant « Nous apprenons plus tard que Léon de Portenqueux est pompier dans une banlieue de Montréal. » Ah, s'il était pompier, ça tomberait bien, car il serait alors lié au feu. Et nous savons depuis Platon que la maîtrise du feu est intimement liée à la création artistique. Et nous savons depuis Rabelais qui avait lu Platon, et depuis Bakhtin qui avait lu Rabelais qui avait lu Platon, que les aventures de nos amis pantagruéliques cultivent une grande représentation mythologique, celle de l'incendie régénérateur, du feu comme symbole de la régénération du monde. Véritable fait pour un pompier. Le problème, c'est que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que Léon de Portenqueux n'est pas pompier dans la Mélanchier. Il est en fait geôlier, ce qui n'est pas vraiment la même chose. Léon se fait bien, à un moment donné, traiter de pompier, un peu après qu'il ait dit son nom d'ailleurs. Et c'est un autre symbole du feu qui va lui dire que c'est un pompier, à savoir sa volcanique femme Etna. Tinamère rapporte en effet cette conversation de ses parents. Voilà ce qu'elle dit. Quand Léon de Portenqueux donc, disait à ma mère, femme de peu de foi, indigne du héros que toi-même tu déshabillais autrefois, qu'as-tu fait de ta main avisée et de tes flammes juvéniles? Etna lui répondait, Léon de Portenqueux, demande-le au pompier que j'ai épousé. Il m'a si bien éteinte que c'est miracle que ma cuisinière électrique fonctionne encore. En d'autres termes, c'est un éteignoir de sexualité, Léon de Portenqueux. Ce n'est pas un pompier du tout. Il est geôlier. Donc le problème du pompier, d'ailleurs, c'est qu'il éteint la lumière. Et en l'occurrence, l'érotisation du dialogue propage ici non pas les flammes, mais des cendres sur l'entièreté du récit, qui est certes drôle et substantifique, rien à dire là-dessus, mais qui n'est d'une autre manière que carnavalesque. On peut ajouter à cela que le corps dans les récits de Ferron ou de Godbout, qui est pris comme autre exemple pour un autre point du carnavalesque, que les corps chez ces écrivains-là, à mon sens, n'ont rien du corps rabelaisien, ouvert sur le monde, où tous les trous, que ce soit les yeux, les oreilles, la bouche ou le boyau cumier, sont ouverts en sorte que le corps est traversé par le dehors et qu'il renvoie vers le dehors des cris, des regards, des productions corporelles qui modifient ce monde. Parlons des yeux. Quand il rentre du travail, Léon de Portenqueux se débarrasse de ses vêtements et se met debout devant la fenêtre. Dans la même situation chez Rabelais, Gargantua, habitant Paris, verrait les Pyrénées. Léon de Portenqueux, lui, ne voit rien, car un fourré de cèdre, je cite Ferron, d'aubépine et de cornouiller s'était développé devant la maison, qui, sans la rendre plus accueillante qu'il ne fallait, lui masquait à peu près la rue, ses chariots et ses vilains passants. Comment traiter cela? Est-ce qu'il y a là des erreurs? Oui, sans doute, des petites. L'essentiel, cependant, est juste. Mais il faudrait essayer de comprendre ce qui se passe vraiment et pourquoi, finalement, ce mot « pompier » arrive là. Oh,
Sur le plan simplement empirique, c'est simple, c'est comme nous tous. Vous n'avez pas vraiment le temps, quand vous écrivez un article, parfois d'aller revérifier dans le roman exactement tout ce qui y était. Et donc vous vous basez sur vos souvenirs, et puis vous avez bien vu le mot pompier quelque part associé à ce porte-en-queue, vous finissez par le mettre, et puis advienne que pourra, et vous espérez que personne ne le verra. Nous sommes tous comme ça. Ah bon. Mais il y a, je crois, mieux à tirer de cette affaire-là. Et pour le démontrer, je passerai par l'examen de 2 textes politiques de Bello, publié l'un juste avant le référendum de 1980 et l'autre juste après, soit l'esthétique du oui avant le référendum et on ne meurt pas de mourir juste après. Le premier, donc l'esthétique du oui, procède à une construction de l'ennemi qui, à défaut de théorie, devient la raison fondamentale, esthétique, du choix de l'indépendance. Cet ennemi comporte 4 éléments, des gens précis, avec lesquels paraître ou fricoter serait une trahison de soi insupportable. Et Bello de citer le cardinal Carter, Marc Lalonde, Roger Lemelin, Charles Bronfman, Claude Ryan, Marc Carrière et Paul Desmarais. Ensuite, le Conseil du patronat. Ensuite, la Chambre de commerce. Ensuite, les grands présidents, les grands intérêts, les multinationales. Tout cela sont pour le nom. Ces gens, ces associations, ces entreprises sont associés ainsi à la laideur de l'existence et pour la plupart au pouvoir de l'argent. Face à cette laideur se dresse le oui pour l'indépendance, lequel se justifie esthétiquement, par sa beauté existentielle en quelque sorte, Bello parlant d'une esthétique du oui qui équivaudrait à, je cite, une esthétique élémentaire de l'existence. Il faut bien noter que cet autre, cet ennemi intérieur multiforme, ce n'est pas à la droite, ce n'est pas comme cela que Bello en parle, car il est conscient qu'il y a dans le camp du oui une hétérogénéité idéologique avec certains aspects de laquelle il est totalement en désaccord. Il se dit en effet antinationaliste et fédéraliste, ce dernier mot renvoyant à l'idée qu'un Québec souverain partagerait diverses compétences avec les collectivités régionales. Il se trouve donc ici en porte-à-faux avec certains courants nationalistes de droite du Parti québécois. Il passe cependant par-dessus ce différend en accordant à ce parti un rôle historique très au-dessus des attentes de la petite bourgeoisie qui constitue sa base électorale. Cette argumentation est fragile et Bello en est très conscient. C'est pourquoi il justifie le recours à la raison esthétique par 2 affirmations étonnantes et légèrement contradictoires. Premièrement, l'indépendance offre une résistance à la pensée théorique. Deuxièmement, nous n'avons pas encore une théorie valable de l'indépendance nationale. Fort de quoi il conclut que l'indépendance, tout comme la liberté, n'est pas une question théorique, mais une question pratique. Il ajoute, disons, existentielle, ce qui ferme la boucle, ça nous ramène à l'esthétique élémentaire de l'existence, et le machin se justifie de cette façon. Ce qui me retient dans ce texte, ce n'est pas l'indépendance, ni la question de savoir si Paul Desmarais est, du point de vue d'une esthétique élémentaire de l'existence, plus ou moins supportable que Pierre Campelado ou que son père. Ce qui me retient, c'est le fait qu'on y voit une corrélation s'établir entre 3 choses, l'esthétique, le politique et la théorie. Et Bello travaille et est travaillé par cela. J'en viens au deuxième texte. Il en va de même dans « On ne meurt pas de mourir ». Il y a, ma foi, beaucoup de tristesse et une amertume courageusement contenue dans ce texte. Celui-ci a 4 temps forts. Dans le premier, se trouve une insistance qui prouve, s'il ne fallait que Bello est un essayiste et un penseur démocrate, une insistance sur le fait qu'il refuse d'accuser le peuple de quelque responsabilité ou culpabilité que ce soit. C'est un vote, point final. Deuxième temps vient d'une explication, son explication du sens de la victoire du non. C'est à ses yeux la victoire du même sur l'autre, en un nivellement des différences typiques de la conformité nord-américaine. À ce niveau, nous avons une nouvelle phrase étonnante. C'est comme s'il y avait quelque chose d'impensable dans cette victoire du non, au-delà de ce que je viens de dire. Cette phrase étonnante, c'est celle-ci. Nous n'avons pas une théorie valable de la causalité historique. C'est la deuxième fois que vous avez théorie valable dans les 2 textes. Troisième temps de On ne meurt pas de mourir, le texte énumère les conséquences culturelles de la défaite du oui. Premièrement, désormais le Québécois restera et demeurera non identifiable. Il dit « je ne sais pas qui je suis ». Deuxièmement, et c'est là peut-être le plus important, ce qui avait servi de moteur utopique durant 20 ans vient de s'arrêter brutalement. C'est dans ce passage, sur le moteur utopique, que la question esthétique fait retour, mais elle concerne cette fois directement la littérature et la façon de la lire. Après avoir écrit que l'utopie, si elle est indispensable à la vie, ne la modifie pas, Bello note « La littérature est précisément ce qui n'arrive jamais.
C'est marrant, à la même époque, moi et mes copains, on disait la révolution, c'est précisément ce qui n'arrive jamais. Donc la littérature est précisément ce qui n'arrive jamais, ce qui est quand même dur à écrire pour un littératurologue. Toute une relecture s'impose des poètes depuis la fin des années 50. Troisième temps, il est devenu vain et menteur, et il restera vain et menteur de mettre de l'avant ce qu'il appelle les aspects collectifs de la culture québécoise, sous peine de transformer cette culture en folklore. Quatrième temps, retour sur soi. Bello ne se reconnaît plus qu'à deux choses, et qu'en deux choses, une identité montréalaise et une appartenance à la bourgeoisie. Conclusion finale, j'aurais voulu que nous soyons québécois, ce qui n'arrivera pas de mon vivant. On trouve donc ici aussi ce mariage à trois de l'esthétique, de la politique et du théorique. Mais autant le mariage débouchait sur une pratique vitale et sur un espoir dans l'esthétique du oui, autant il ne débouche cette fois que sur une résignation douloureuse dans « On ne meurt pas de mourir ». En lisant ce texte récemment, j'avais l'impression d'y lire non seulement un diagnostic de suicide collectif, que traduit le pronom indéfini « on », mais aussi l'annonce d'un suicide personnel, à la fois intellectuel et existentiel. Car il y a ce que j'appelle des contrephrases à ce titre, et elles sont au nombre de deux. Première contrephrase, on ne meurt pas de mourir, on meurt de vivre ou d'avoir vécu. Deuxième contrephrase, on ne meurt pas de mourir, on meurt de se tuer. Bello, à ma connaissance, ne s'est pas tué. Sur le plan intellectuel, à mes yeux, ce sont ces élans vers Bakhtin et vers un sociocritique qui le sauvent, et c'est à cela que le mène, finalement, sa réflexion politique. Quand il dit « nous n'avons pas une théorie valable de la causalité historique, valable de l'indépendance nationale », mais Seigneur, alors, de quoi avons-nous une théorie valable? Ou mieux, à défaut de théorie valable, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons une perspective, qui est celle de la sociocritique. Et voici ce qu'il écrit à ce moment-là, 3 ans après le référendum, et il n'aurait pas pu écrire ça avant, je pense. En tout cas pas aussi lucidement. On aura remarqué que Gilles Marcotte ne sort pas de l'ordre du discours, une part du roman imparfait. Comment une sociocritique pourrait-elle y parvenir, mais hors texte et lui-même texte? Là, il cite ce qu'il a lui-même fait dans ce domaine-là et de cette façon-là dans le romancier fictif, avant de revenir. Le roman imparfait de Gilles Marcotte est le premier exemple d'une sociocritique de la littérature d'ici, qui envisage résolument la société elle-même comme un texte. Ce que j'ai dit de l'École de Montréal et la place que j'ai donnée à Bello dans l'École de Montréal vient de là. Et le manifeste du Christ vient de là aussi. Deuxième chose que nous avons, à défaut d'une théorie valable, nous avons Bakhtin. Et au fur et à mesure que Bao avance, on voit de plus en plus poindre et venir l'idée que l'altérité des textes d'ici sera la culture populaire québécoise. C'est donc elle qu'il va falloir penser. Bakhtin, bien sûr, est la première base qui sert à cela. Et son Rabelais, à coup sûr, est irremplaçable. Mais le recours à la culture populaire québécoise a ici une fonction qui est la question même que pose Bello. C'est une façon de sauver le peuple québécois du suicide collectif, et une façon de se sauver du suicide intellectuel, et une façon d'éviter l'accusation d'irresponsabilité historique portée au peuple, et une façon encore d'écarter le risque de devenir non identifiable et invisible. C'est là qu'est toute l'affaire. Il m'est avis que si Bello avait eu la chance de vivre plus longtemps, il aurait encore utilisé Bakhtin, mais il l'aurait transformé, il l'aurait mis à sa main. Il aurait travaillé sur ce que c'est vraiment que cette culture populaire québécoise en longue durée. Et je gage qu'il aurait été très sensible aux rencontres que nous avons depuis 4 ans entre ethnocriticiens et sociocriticiens. Tout à l'heure, je vous disais que Léon de Portancu n'était pas pompier et qu'il y avait erreur, bien compréhensible, ai-je dit, sur ma personne. Mais le texte sur la dimension carnavalesque du roman québécois est de 1983, 3 ans après mai 80. Le mot pompier peut dès lors être tenu pour un acte manqué, un lapsus. Pour Bello, le référendum a éteint le lumignon de l'utopie. Aller étudier la relation intersémiotique entre culture populaire et texte littéraire, c'est sa question. C'est une manière de rallumer une flamme et qui sait d'élaborer enfin une théorie valable, mais une théorie qui devrait être signée cette fois non pas Mikhaïl Bakhtin, mais André Bello.